France Bleu Lorraine. France Bleu. Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, sur ma route, nous sommes à Gérardmer dans les Vosges. Alors deux invités, j'allais dire trois, parce que c'est finalement Bourvil mon invité cette semaine. Mais le premier invité c'est Jean-Pascal Voirin, parce qu'il a écrit un livre sur le film Les Grandes Gueules, qui était un des grands films de Bourvil, tourné ici dans les Vosges et qui a beaucoup marqué les Vosgiens et les Lorrains. Et puis nous aurons une interview aussi, en visio, que nous avons fait en visio parce qu'il habite un peu loin, avec le fils de Bourvil, Dominique Rimbaud, qui nous parlera de son père, mais qui nous parlera aussi de ce que son père lui disait sur ce fameux tournage des Grandes Gueules. Avec Jean-Pascal Voirin, on va donc aller au lycée de la Griselle, on redescendra ici au cœur de la ville, nous irons sur l'un des lieux de tournage de ce film, Les Grandes Gueules, et puis nous irons à la rencontre de Dominique Rimbaud. Voilà, pour l'heure, je vais monter un peu plus haut, c'est un petit peu en altitude, dans ce fameux lycée qu'on appelait avant le lycée climatique de Gérardmer. A tout de suite. Ah ben voilà mon cher Jean-Pascal, je te rejoins. On est tout en haut là. Salut Vianney. Jean-Pascal. On est tout en haut du lycée de la Haie-Griselle. Presque tout en haut. Oui. Parce que l'infirmerie dans laquelle je suis né, où j'ai vécu 15 ans, c'est juste derrière. C'est juste là-bas. C'est le plus haut du lycée. D'accord. Mais alors, tu as voulu qu'on démarre l'émission justement ici au lycée de la Griselle. Que tu connais? Bah oui, figure-toi que je connais très bien, j'ai été pion. Mais toi, tu y as vécu ici? Oui, j'ai vécu 15 ans. Quand tu étais gamin? J'ai vécu 15 ans, jusqu'à l'âge de 15 ans. T'étais puni ou t'étais quoi? Non, ma maman était secrétaire d'intendance. Ouais. Et puis mon père a fait une partie de sa vie de prof d'histoire géo ici, la dernière partie de sa carrière. Et on a donc habité l'infirmerie, puisque ma mère, c'était un logement de fonction, jusqu'en 1976. Et après, on a déménagé au Xet, un peu plus haut, dans une maison. Alors, comment ça fait, quand on est gamin comme ça, de vivre dans un lycée? C'est extraordinaire. C'est vrai? Pourquoi? Ah oui, parce que c'était un lieu de... C'est très grand, hein, le lycée. Hein. Donc pendant les vacances scolaires, avec les copains du lycée, entre guillemets, on allait se balader dans le gymnase qui est là. On allait dans les locaux. C'était notre terrain de jeu, quoi. Là, on est donc place Albert Ferré. On est vraiment au cœur de Gérardmer. Hein. Oui, c'est le centre historique, on va dire. Et là, on est, dis-moi si j'ai raison ou pas, parce que je me souviens de l'émission qu'on avait tournée avec Claude Vanoni, qui nous disait que 75 ou 80% de la ville de Gérardmer avait été détruite. 80% en 44, oui, ah, c'est bien ça. sûr. Incendié par les Et donc Allemands. Ici, c'est la partie pas détruite, on le sent par l'architecture. De cette place-là jusqu'à l'église, en gros, ce qu'on appelle le vieux Gérardmer, toute cette partie-là est conservée. Par contre, tout le reste a été détruit. Est-ce qu'il y a un lien avec le cinéma à Gérardmer? Parce que est-ce que c'était une ville de cinéma? On va parler de Bourvil, bien sûr, mais... Alors, c'est intéressant parce que moi, les infos, je les tiens de Gilles Durand, que je cite, puisqu'il est en train de faire un bouquin. Il a fait une quinzaine de bouquins sur l'histoire locale. Ouais. Et il réalise un bouquin pour le Club Cartophile, qui est multi-thème. Et il y a une partie consacrée au début du cinéma à Gérardmer. Ah ouais, très bien. On apprend, par exemple, qu'en 1898... il y avait des séances de cinéma pour les enfants des écoles, avec les premières vues du cinématographe. Ouais. Et puis, alors après, il y a une période, on va dire, entre 1900 et 1914, où c'est du cinéma itinérant. On a, par exemple, place du Tilleul, pas loin d'ici, un cinéma ambulant qui s'appelle l'Eden Cinéma. Ah ouais, qui vient au point là, de la place du Tilleul. Sur la place. C'était sur la place. Sur la place. On est dans le cinéma itinérant. Ok, ah oui, d'accord. Jusqu'en 1914. Ouais. Et à partir de 1920-21, il y a les premières salles fixes.
Donc il y a une salle qui est créée place du Tilleul, qui s'appelle le cinéma du Tilleul, qui va exister 4 à 5 ans à peu près. Ouais. Et puis il y a surtout, créé en 1920, donc c'est ici, à côté du bar Le Rétro, un cinéma qui s'appelait le cinéma Dancing chez Paul. C'est le cinéma L'Excelsior. Oui. Une salle qui a existé de 1920 jusqu'aux alentours des années 70. C'était un peu la salle des fêtes à Gérardmer. C'était l'endroit où les gens se retrouvaient. Il y avait du cinéma avec orchestre, puisque c'était du cinéma muet en 1920. Il y avait un orchestre dédié. Et puis les gens se réunissaient pour des remises de prix, ici, etc. Ici. Juste là, oui, derrière le bar Le Rétro. D'accord. C'est les 2 premières salles avec la salle Jeanne d'Arc que j'oublie pas, qui est née aussi en 1920, elle existe toujours. Hein. La salle Jeanne d'Arc, mon grand-père, que Jérôme, moi, m'en parlait beaucoup. Voilà. La salle Jeanne d'Arc. Et puis on a d'ailleurs, on apprend dans tous ces documents historiques qu'en 1933, par exemple, il y a l'inauguration du cinéma parlant, salle Jeanne d'Arc. D'accord. Voilà un peu l'histoire. Donc il y a un vrai lien entre le cinéma... Et il y avait, j'oublie également l'ancien casino, qui a été détruit à la fin de la Deuxième Guerre, et qui diffusait du cinéma dès 1909 aussi. Alors, on est dans le cinéma, donc on va parler du livre que tu as écrit il y a déjà une dizaine d'années, sur les grandes gueules. En 2015, et qui va être édité ou ça, pas? La nouvelle est toute fraîche, je suis vraiment ravi, puisque Olivier Berthaud, Olisiel Édition, a tout de suite été enthousiaste, et vraiment je le remercie, parce que c'est pas évident de faire une réédition, mais il a très très vite senti que c'était un ouvrage assez unique et qui pouvait intéresser énormément de gens, donc il va être réédité, je pense, pour la saison d'été. C'est très bien. Mais c'est vraiment une très bonne idée, parce que c'était un beau bouquin. On va en parler plus particulièrement, puisqu'on va aller sur le lieu où Les Grandes Gueules, le film a été tourné, avec Bourvil, Ventura, Marie Dubois. On va en reparler là-bas. Je voudrais qu'on ouvre, on va laisser passer les motards sans pot d'échappement. Mais que fait la police? Alors, parce qu'il y a une anecdote quand même qui est très drôle quand on parle de cinéma de Gérardmer et de Jean-Pascal Voirin, c'est que tu croises un jour Alain Delon un peu par hasard, ici. C'est assez incroyable, ça se passe en juillet 87, le Tour de France fait étape à Épinal, en plein mois de juillet, et on apprend, je dis on avec un copain, moi je faisais beaucoup de vidéos amateurs à l'époque, et on apprend par hasard que apparemment Alain Delon arriverait à Ramberchamp. Donc Ramberchamp, pour préciser pour les téléspectateurs, c'est une partie de Gérardmer. Hein. Oui, terrain de football à côté du lac. On y croit sans y croire, parce qu'on se dit c'est quand même un truc de fou, quoi. Et donc on y va, on débarque sur le stade, il n'y a personne, on est 2. À un moment donné, il y a un policier qui arrive, policier municipal, qui n'en sait pas plus que nous, on le connaît bien, on lui pose des questions. Et puis au bout de 5 minutes, on voit un hélico qui arrive, qui descend, qui débarque. Qui est-ce qui descend? C'est pas Alain Delon, c'était Laurent Fignon. Ah oui. Donc je filme Star du Tour de France, Laurent Fignon. Dis, bon, finalement, c'était pas mal quand même, Laurent Fignon. Super, quoi. Presque prêt à remballer les Gaules et repartir. Et un deuxième hélico, 5 minutes après, arrive, descend. Effectivement, c'est Alain Delon. Alors, il sort de l'hélico. On voit bien la séquence Ah oui, on la voit. Moi, je l'ai vu. Il descend, il serre la main à tout le monde. Et cerise sur le gâteau, il y a une voiture Lançon qui arrive. Des champagnes Lançon. Monsieur Delon va ouvrir le coffre, il sort une caisse de champagne et il sert le champagne à tout le monde. C'est extraordinaire. C'est surréaliste. Et on était, je pense, 4 ou 5. Et toi, tu es le seul et tu chopes ça. Et tu chopes cette image-là. Voilà, donc c'est immortalisé sur YouTube. Alors, on va aller, ça s'appelle le Célé, c'est ça? La clairière de Célé. La clairière de Célé où a été... Le centre névralgique du tournage. Du tournage du film. On va y aller, mais avant ça, on va ouvrir une parenthèse. Le fils de Bourvil, Dominique Rimbourg, puisque Bourvil s'appelait en réalité André Rimbourg. Dominique Rimbourg nous a accordé une interview. C'est très très agréable. On est très heureux de le recevoir. On écoute Dominique Rimbourg et puis on revient à Gérardmer au Célé. À tout de suite. Bonjour Dominique Rimbourg. Bonjour Monsieur Huguenot. Vous êtes le fils aîné
de Jeanne et d'André Rimbourg, qu'on connaît bien sûr beaucoup plus sous le nom de Bourvil, fils aîné, c'est-à-dire que vous avez un frère qui s'appelle Philippe, hein, c'est ça, Voilà, c'est ça. je ne me trompe pas. Alors vous êtes né, vous, en 1950. 1950, la carrière de votre père, dans le musical notamment, elle a déjà démarré, puisqu'il y a déjà les crayons, je crois qu'ils sont déjà sortis. Les crayons, c'est une chanson de 1945, c'est la chanson qui va lancer mon père, puisque ça va faire un grand succès à la radio, et les crayons vont lui permettre ensuite de faire toute une série de films entre 1945 et 1950. Puisqu'il va tourner d'abord Pas si bête, il va tourner trois autres films avec André Berthaumieux, il va tourner aussi Seul dans Paris, et donc il y a déjà beaucoup de films jusqu'en 1950. Alors, en 1948 ou 49, il y a aussi cette chanson qui évidemment nous touche en Lorraine, parce qu'il chante Nénès d'Épinal. Oui, voilà. Avec à chaque fois, il répète Épinal dans les Vosges. Dans les Vosges, exactement. Il nous fait une pub d'enfer. Oui. Formidable. Alors là, on est dans les années, fin des années 40, 50. 50, on peut dire que sa carrière va exploser parce il commence à tourner avec Brigitte Bardot, il va tourner avec Gabin, la fameuse traversée de Paris, en 1956. Comment on vit avec un père, vous êtes gamin, puis vous allez devenir ado, comment on vit avec un père qui a un tel succès? C'est-à-dire que mon père faisait le nécessaire pour qu'on ait une vie la plus habituelle possible, la plus ordinaire. Alors, pour le restant, évidemment, il faut après, quand jeune, c'est parfois, enfin, à l'adolescence, à l'entrée dans l'âge adulte, c'est parfois un peu difficile parce qu'on a le sentiment que il va falloir se faire un prénom, que c'est une urgence et qu'on a besoin d'exister par soi-même. Et puis après, il y a une fois qu'on a pris pied dans l'existence, qu'on a commencé une carrière professionnelle, personnelle, ça, c'est plutôt à ce moment-là un atout. Autant au départ, c'est plutôt difficile. Ensuite, c'est un atout. Quel père il était? Eh ben, c'était un père qui était assez présent, contrairement à ce que l'on pourrait penser, parce que les tournages lui laissaient du temps, ce qui était parfois difficile, mais ça a cessé assez vite. C'était quand à la fois il tournait dans la journée et qu'il était au théâtre le soir. Là, évidemment, ça fait des journées de travail de l'ordre de 12 heures. Il était peu présent. Mais ça a cessé assez rapidement parce que les opérettes, dans les années 60, il y a surtout deux. Il y a eu La Bonne Planque d'un côté au théâtre et de l'autre côté Wawa. Mais il y a quand même eu moins d'opérettes que dans le début de sa carrière. Et donc, il était présent, il était attentif au travail scolaire, il était très exigeant. Mon père était un travailleur, hein, c'est-à-dire qu'il considérait que le comique était un art difficile, que ça nécessitait d'être extrêmement précis, extrêmement concentré, parce que l'effet comique doit tomber au bon moment. Et cette exigence qu'il avait pour lui, eh bien, cette exigence se reflétait aussi pour nous, puisqu'il voulait que, eh bien, on suive des études correctement et que l'on soit des enfants ordinaires qui suivent un cursus d'universitaire le plus haut possible. Alors, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, il est vraiment dans le top 10 des comédiens adulés par les Français, mais alors moi, alors les Gabin, les Fernandel, Deneuve, Depardieu, etc., mais moi, je l'associe souvent à Jean-Paul Belmondo, parce que je pense qu'en plus, les Français, enfin, Bourvil et Belmondo inspiraient une vraie tendresse. Il y a une relation très particulière entre les Français et ces deux comédiens-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, habituellement, on l'associe toujours à Louis de Funès, qui a été un partenaire formidable. Parce que c'était la réplique parfaite. Parce que mon père incarne dans tous ses films un message qui est le suivant: quel que soit son niveau d'éducation, quel que soit son rang social, dès l'instant où on se comporte correctement, on est l'égal de tous les grands. Et c'est le message du Cornio, de la Grande Vadrouille et de Funès, comme il est un puissant et qu'il l'incarne formidablement bien et qu'il en fait un être ridicule, il permet évidemment à son partenaire de se hisser facilement à son niveau. Quant à Belmondo, je crois qu'il incarne quelque chose de très profond, c'est qu'il incarne celui qui ose, qui est anticonformiste, mais qui reste très sympathique et très proche de tous. Et je crois que les deux hommes, André Bourvil et Jean-Paul Belmondo, pour ça, restent beaucoup dans le cœur des Français.
Vous savez, Dominique, en Lorraine et notamment dans les Vosges, il y a encore plein de gens qui vous parlent du tournage des Grandes Gueules en 1965. La première remarque qui vient en parlant de Bourvil, c'est il était extrêmement gentil, très accessible. Enfin, vous voyez, c'est vraiment ce qui demeure dans l'esprit des gens, la gentillesse. Alors, mon père a eu une chance extraordinaire, et pour parler un peu vulgairement, il n'a jamais pris le melon. Oui, c'est ça. Il était content de faire son travail, il trouvait ça formidable, il faisait tout ce qu'il pouvait pour le faire le mieux, pour progresser, mais en même temps, il considérait que il a eu beaucoup de chance et que il n'avait pas plus de mérite qu'un autre et qu'en conséquence, il était accessible à tout le monde et qu'il se devait aussi de se comporter aimablement avec tout le monde, même si parfois le fait qu'on l'assaille pour avoir des autographes, Ouais. ça le lassait un peu, mais pour autant, il considérait que ça faisait partie de son travail aussi, de rester accessible et humble. Et puis, là, dans les Vosges, évidemment, il y a les circonstances particulières du tournage, voulu par Robert Enrico, Oui. puisque ce que vous savez sans doute mieux que moi, c'est que, par exemple, le tournage de la fête foraine, il a eu lieu dans le village de Vagney avec la fête foraine existante. Et d'après ce que les comptes rendus que j'en ai lus, il y avait plein de monde. On parle de 10 000 personnes qui seraient venues, et il y avait des moments où il a fallu demander aux gendarmes d'essayer de repousser un peu les spectateurs pour que le tournage puisse avoir lieu. Et donc, et l'avant-première, et ça c'est aussi la volonté de Robert Enrico, l'avant-première a été projetée à Gérardmer. Oui, c'est ça. Et donc, il y a là un lien entre le territoire et le film qui est un lien très fort. Et alors, je sais aussi que à la Bresse, il y a une piste de ski qui s'appelle toujours Bourvil. Oui, mais vous savez qu'il y a un bar qui s'appelle Les Grandes Gueules à Vanier. Il y a une fresque immense sur un mur où Bourvil est avec Lino Ventura à Vanier. Enfin, vraiment, il y a quelque chose de très fort qui s'est passé entre Bourvil et les Vosgiens, hein, vraiment. Ah oui, oui, et c'est très touchant que des années après, ce souvenir-là reste. Et l'élégance de Robert Enrico dans cette démarche, mais alors joint à l'accessibilité de mon père, et puis je crois que Lino Ventura était un homme aimable aussi, je le connais moins, mais fait que ce sont des gens qui marquent un territoire parce qu'ils savent associer les habitants du territoire à la création d'une œuvre. Est-ce que votre papa, par exemple, quand il rentrait comme ça d'un tournage des Grandes Gueules ou d'autres, est-ce qu'il vous en parlait? Oui, il m'a parlé des Grandes Gueules Ah oui. parce qu'il y a eu un raté. Dans la scène de la bagarre avec les acolytes d'un des hommes qui veut obtenir de mon père qu'il fasse semblant, qu'il considère que cet homme est présent, qu'il le marque comme étant présent, alors qu'en réalité, il est parti à Paris faire des affaires malhonnêtes. Oui. Il fait venir 4 acolytes qui menacent de brûler la Syrie. Mon père et Ventura se battre avec les acolytes. Et finalement, à un moment donné, mon père doit recevoir un coup de bâton, mais l'acteur ou le cascadeur en face rate son coup et il touche mon père, mais fort. Et du coup, il a l'oreille en partie arrachée. Donc, il est revenu avec l'oreille arrachée. Et il m'avait évidemment parlé en me disant il m'a raté, il m'a vraiment touché beaucoup trop. Il m'a fait vraiment mal. Ah oui, d'accord. Ah, vous voyez, c'est une anecdote que je ne connais pas. Il y a le très bon livre de Jean-Pascal Voirin sur les Grandes Gueules qu'on signale, puisqu'on est avec lui. Un mot sur vous, Dominique. Vous êtes avocat à Nantes, vous avez été député. Encore il n'y a pas très longtemps, vous étiez président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Votre frère, je crois, alors on vous voit là tous les deux. Hein. Oui. Là, c'est vous et là, c'est Philippe. Hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et votre frère Philippe, donc lui, je crois, est professeur à la Sorbonne. Il est prof à la Sorbonne en économie. En économie, c'est ça. Vous n'êtes pas dans les milieux du tout artistiques. On pense au fils de Delon qui a fait le même métier que son père. On pense à d'autres. Olivier de Funès a tenté aussi un moment. Vous, ça a été vraiment non? Votre papa vous a découragé? Comment ça s'est… Ah oui, il nous a découragé complètement. Il nous a dit ne faites jamais ce métier-là. Ah oui, d'accord. Okay. Ne faites jamais ce métier-là parce que la chance ne peut pas passer 2 fois de suite. Si moi j'ai eu de la chance, il n'est pas du tout certain que vous en ayez. Et vous aurez en plus la difficulté de vous faire un prénom après que moi, je me sois fait un nom. Et donc, vous n'y arriverez jamais. Et en plus, c'est un métier dans lequel il y a tellement d'appelés et si peu d'élus, alors qu'il y a des gens de qualité, mais qui n'ont pas le petit coup de chance qui va leur permettre de faire valoir cette qualité. Donc,
ne prenez pas le risque d'avoir une vie entière de frustration, essayez donc de faire autre chose. Oui. Alors vous, j'en terminerai là, Dominique. Vous avez donc été député, vous avez été élu aussi dans la région de Nantes, président de la commission des lois, je le disais, et vous êtes un homme engagé. Vous avez été aussi responsable du Parti socialiste en Loire-Atlantique, je crois. Hein. Oui. Est-ce que c'était un engagement personnel ou est-ce que c'était un engagement familial? Est-ce que votre papa était, lui, est-ce qu'il prenait parti? C'est pas une époque où les artistes se prononçaient trop, je crois. Hein. Alors, mon père ne voulait absolument pas se prononcer. Il considérait que lui, il était artiste et qu'il faisait son métier et qu'il n'avait pas à donner d'avis sur des choses qu'il ne connaissait pas plus que les autres. Et je crois que c'est une position que je trouve très respectable. Ne pas se servir de son statut pour essayer d'influencer l'opinion publique alors qu'on n'a pas une voix qui pèse plus que les autres. Et donc, alors moi j'ai vécu ma vie, je n'ai pas eu l'occasion de discuter beaucoup de ces questions-là avec mon père parce que j'avais 20 ans quand il est mort, mais il a été malade pendant 3 ans. Donc entre ma 17e année et ma 20e année, c'était un homme malade qui luttait contre la maladie avec beaucoup de courage, qui a voulu toujours travailler jusqu'au bout parce qu'il pensait que le travail, c'est ce qui pouvait le sauver, lui faire échapper à la mort. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Donc, ce sont deux choses qui sont un peu différentes, mais mon père avait une sensibilité. Il traitait tout le monde de façon égale, quels que soient les gens qui s'adressaient à lui. Et il avait beaucoup de respect pour les gens qui travaillaient. Et qui, quel que soit le travail, il considérait que l'on soit affecté à l'entretien ou que l'on soit le PDG de la société, celui qui faisait correctement son travail, eh bien, c'était un homme respectable. Vraiment. Mais il laisse vraiment cette image-là. Juste une petite dernière question. À l'Assemblée nationale ou dans les réunions de la commission des lois, on vous donnait parfois du Monsieur Bourvil ou pas? Très rarement. Non, c'est ça. Très rarement. Et pendant toute une période, moi, j'ai essayé de mener une carrière sans trop mélanger les deux images parce que ça brouille les choses. Et puis, je ne trouvais pas ça très honnête d'essayer de se faire valoir à partir de la circonstance qu'on est le fils d'un homme célèbre, alors qu'il faut plutôt se faire valoir à partir de ce que l'on fait et du travail que l'on réalise. Un très grand merci à vous, Dominique Rimbourg. C'était un vrai plaisir d'être avec vous. Merci à vous. C'était aussi un interview très agréable. À bientôt. À bientôt. Donc là, on est au Célé, c'est ça? Oui. Et c'est toute cette clairière, en fait, qui est finalement très vaste. Hein. Ouais, très isolée, très vaste, très magique. C'est vraiment le cœur du tournage. On voit cette scène-là à la fin. On la voit d'ailleurs dans ton livre, la déesse qui s'éloigne sur la scène de fin, c'est ici. Ouais, c'est ça. Ce pré n'a pas changé. C'est vraiment... c'est hors du temps, complètement. Et ce bâtiment qui est maintenant désaffecté, qui a été un restaurant un temps, moi je suis venu quand j'étais gamin, mais à l'époque où le film est tourné en 1965, c'est là que la scierie se situe. Exactement au même endroit, et là on est à l'emplacement de la ferme de Bourvil, qui a complètement disparu, que moi j'ai vu en ruine en 72. Alors je voudrais quand même que tu nous dises, parce que Bourvil, 1965, quand il tourne Les Grandes Gueules, Bourvil... Pour les plus jeunes téléspectateurs qui nous écoutent, c'est une méga star, quoi. C'est du niveau de Depardieu, quoi. C'est des mecs. Et qu'est-ce qui fait la grande réussite de ce film? Alors il y a plusieurs choses. Bourvil pour moi c'est exceptionnel parce qu'il est extrêmement touchant, il est vrai, il est étonnant. Il est étonnant, très étonnant. Et puis après, c'est toute l'équipe. Hein. C'est une équipe extraordinaire qui a fait ce film. Oui, il faut citer le réalisateur, plein de gens. Hein. José Giovanni en premier lieu, parce que c'est quand même né grâce à lui. Donc l'auteur du livre. L'auteur du livre, on rappelle juste qu'il a fait 11 ans de prison, Giovanni. Il sort de prison, il n'a qu'une envie, c'est de prendre l'air. Il se trouve qu'il a envie d'écrire une histoire de Syrie. Il débarque dans les Vosges et il débarque ici. Avec une Syrie qui existe, un ermite, il prend des notes, etc. Et le jour où les droits sont
sont accordés pour adapter ça au cinéma. Ils cherchent un endroit et le hasard fait que ça peut se faire ici parce que la scierie qui existe brûle. Donc on peut reconstruire pour le tournage. D'accord, c'est ça. Et c'est grâce à l'obstination de José Giovanni et de Lino Ventura, qui est coproducteur du film, Ah d'accord, ok, ça je savais qui pas. insiste pour forcer la production à venir faire le film ici. D'accord. Que ça se fait ici. Et on est arrivé en voiture, on causait tous les deux en voiture en arrivant, tu disais, à l'époque en 65, c'est assez long, hein, c'est 7-8 km. C'était pas simple, Ah, mais les camions avec tous les dis matériaux. toujours qu'il fallait être fou pour réaliser une entreprise pareille. Ouais. Mais c'est ce qui fait la grandeur du film et de l'œuvre qui a été réalisée, parce que c'était effectivement un challenge incroyable. Ouais. Et ils ont eu un temps pourri. En 65, il a plu en France tout l'été. Ah oui. Il y avait de la neige au mois de mai quand ils ont démarré le tournage. Ils n'ont eu que des emmerdements, on peut le dire. Ouais. Et ils ont tenu ce truc. Ils ont réalisé Il y avait des techniciens incroyables qui n'existent plus aujourd'hui, parce que maintenant tout est numérique. Oui. À l'époque, on filme, on ne sait pas ce que ça donne. Ils attendaient que les rushs soient développés pour aller les visionner au casino le soir. À Gérardmer. À Gérardmer. D'accord. Tous les soirs. Ah oui, d'accord. Robert Enrico, donc le réalisateur. On cite quand même, il y a une superbe brochette d'acteurs. Parce qu'on a cité Bourvil, Lino Ventura, mais il y a aussi Marie Dubois. Oui. Et puis il ne faut pas oublier Jean-Claude Roland, qui était un petit peu le Devers de l'époque, type écorché, tourmenté, qui est admirable. Marie Dubois, bien sûr, Jessanne, Pierre Frag, le petit Frag. Excellent. Et le grand baraquet, Constantin, Baraquet chauve, c'est comment? C'est lui, d'accord. Jessanne. Quelle équipe! Ouais, une grande équipe, ouais. Un grand film. Quelle équipe! Est-ce que tu as tu parles dans ton livre du tournage, alors, qui va être édité, on le redit, mais ça c'est une très bonne nouvelle. C'est très important. Je trouve ça magnifique pour les générations qui suivent. Ça immortalise, ça continue à perpétuer la mémoire de toute cette équipe, justement. Je l'ai lu il y a longtemps, donc tu vas me rafraîchir la mémoire. Est-ce que tu évoques la relation des comédiens avec la population de Gérardmer? Parce qu'il y a plein de figurants qui interviennent à ce moment-là. J'ai pas abordé ça parce que je voulais que le bouquin soit très concerne tout le monde. Oui, d'accord. Voilà. Donc c'est assez peu localisé, en dehors des photos, etc. J'ai préféré privilégier les mémoires de Giovanni, d'Enrico, et les souvenirs de Marcel Ravel, qui nous a quittés il y a 2 ans, qui est un peu le fil rouge de tout ça, et qui était assistant d'Enrico. Mais on retrouve plein de belles photos de les Vosges. Le bouquin va être relooké, il va être amélioré, il va être mis à jour. Et il sera disponible, je pense, fin juin ou début juillet. Voilà. Ça, c'est génial. Mais vraiment, c'est génial et c'est une très, très belle nouvelle, je trouve. Et puis, on va le signaler quand même. On est ici à Gérardmer, ou peut-être à cheval sur 2 communes, je sais pas. Communes, Gérardmer et le Haut-du-Taux. Mais rappelons aussi que Dominique Rimbourg en parle dans l'interview. Vanier, la fameuse fête foraine. Bien sûr, Vanier, oui. Vanier, un peu Saint-Dié, je crois, à la gare. Il y a une petite séquence. Toute petite scène où Ventura va chercher le revolver dans le coffre de la C'est DS. ça, exactement. Mais après, oui, quelques scènes du côté de la Bresse pour la piste de Schlitt. Enfin voilà, l'essentiel du film, c'est quand même ici. C'est ici, voilà. C'est le centre névralgique. Le bâtiment des Libérés était en face, là, de l'autre côté de la route, des Libérés conditionnels. Ils ont vraiment tout fabriqué et tout tourné en conditions réelles, avec un son direct, avec une lumière naturelle. Enfin, c'est du cinéma à l'ancienne. Et du bon cinéma. Et le film est immortalisé puisqu'il a été numérisé, qu'il est maintenant diffusé régulièrement sur Ciné Plus et d'autres chaînes. Il est passé sur Arte. Ce qui est incroyable. Et rappelle-moi juste, c'est un succès au box-office en 65. 4 millions d'entrées. Donc c'est un beau succès. C'est un très grand succès. On parlerait des heures avec toi des grandes gueules parce que je trouve c'est génial. On va être obligé de se quitter. Je voulais signaler parce que sur toutes les cordes à ton arc qu'il y a, je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave, c'est la fin de l'émission. Il y a aussi la composition de musique. Tu composes de la musique. Un de mes dadas. Et on va d'ailleurs achever cette émission sur ta musique. Jean-Pascal, merci. Merci à toi. Merci de ton accueil. Merci. France Bleu Lorraine.